Bonsoir François Sirot, merci de Voilà. passer la soirée avec nous. À une époque, on ouvrait le Figaro et on tombait sur lui. Ça a discrédité les chroniques du Figaro. Personne n'a jamais cru qu'il avait fait l'œuvre la plus géniale du XXe siècle. C'est qui vous, votre haut patronage? J'ose à peine le dire, c'est Chateaubriand. Au général, comment ça va? Fort bien. Une question qui va vous embêter, mais comme ça vous démentez. Je vais vous dire quelle est la question que vous allez me poser. Parce que je suis sûr que c'est le corps de Napoléon. Puis j'aime ça aussi, j'aime le moment où les grandeurs d'établissement disparaissent, vous voyez. Et ça n'est pas le général d'armée, les tartes molles, machin. Comment on devient réserviste quand on a fait vos études? J'appartiens à une génération qui a fait son service militaire, hein, donc je savais à quoi ça ressemble, je savais à quoi m'en tenir. On a la chance d'être là. Ça c'est bien, hein. Toujours cette question manichéenne à propos de Napoléon, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? D'abord c'est un peu tarte, s'agissant de l'histoire, elle a été. La France, aujourd'hui, je reviens à cette question de l'armée que vous avez vécue, la France, certains le disent, n'a jamais été aussi proche, peut-être, d'entrer à nouveau en guerre. Est-ce que vous souscrivez ou pour vous c'est pas si évident que ça? C'est pas si évident que ça, non, c'est pas si évident que ça, et je pense qu'en tout cas, les illusions de la paix perpétuelle se sont envolées. Ça c'est sûr. Je pense que l'idée que, elle tenait aussi au bloc Est-Ouest, des choses de ce genre, l'idée que nous allions vivre comme on a vécu jusqu'ici, dans une paix relative, si on accepte quelques conflits périphériques ou quelques conflits africains, cette idée a disparu parce qu'on se rend compte qu'il existe des États, la Turquie, la Russie, la Chine et peut-être même les États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas renoncé à une politique de puissance traditionnelle. Et que s'ils n'ont pas renoncé à une politique de puissance traditionnelle, il faut que nous aussi on s'adapte. Je crois que c'est ça qui provoque ce mouvement. Maintenant, est-ce qu'il y aura une guerre à vue humaine? J'en sais vraiment rien, je ne suis pas du tout stratège. Parce que certains sont alarmistes. Certains disent « Oh, regardez ces alarmistes qui veulent envoyer nos enfants à la guerre » et certains diront même « Ouais, rien de tel qu'une bonne guerre pour remettre la France debout. » Bon, j'ai pas été à Verdun et j'ai pas pris Ferrand-Tardenois ni la côte 374. J'ai du mal avec les gens qui disent rien de vaut, pour avoir vu 3 spectacles. J'ai du mal avec les gens qui disent rien ne vaut une bonne guerre, je veux dire. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'empêche souvent. J'ai du mal à en parler. Vous voyez, par exemple. Naturellement, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je suis plutôt favorable à l'Ukraine qu'aux Russes dans l'affaire Ukraine-Russe. Mais quand on me dit, de temps en temps, je sais pas, à la radio, on me dit « Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait y aller davantage en Ukraine, y aller nous-mêmes, etc. » Une part de moi répond « Oui, naturellement », et puis une autre part de moi répond « Mais si vous saviez ce que c'est, vous n'en parlerez pas si facilement, quoi. » Vous voyez ce que je veux dire? Et puis je me méfie aussi des hommes politiques qui disent « Préparez-vous à la guerre, au fond, parce que c'est bien commode. Parce que quand il y a la guerre, on ne vient pas critiquer le gouvernement, parce que quand il y a la guerre, tout le monde la ferme. » Et c'est l'arrière-pensée également d'une classe politique très largement discréditée aujourd'hui. Si il y avait une guerre, au-delà de vouloir défendre des territoires, qu'est-ce que la France et l'Europe en général auraient à défendre, fondamentalement? Fondamentalement, je crois que ce que nous avons à défendre, et c'est terrible parce que c'est ce que nous avions à défendre en 14 et ce que nous avions à défendre en 39, c'est la même chose. Nous avons à défendre une qualité d'être qui nous est propre. Une qualité d'être où l'homme peut à la fois être civique, patriote, dévoué à son pays, mais n'est pas prêt à marcher au moindre ordre, à la moindre réquisition, à se soumettre au moindre dictateur qui prétendrait incarner l'idée nationale. Cette espèce de qualité d'être républicaine, quoi, qui devrait être presque romaine d'une certaine manière, et qui fait que nous pouvons être courageux tout en restant civilisés. Voilà, ça c'est nous. Voilà, ça c'est nous, c'est pas les autres. Et si nous avions à défendre quelque chose, être courageux en restant civilisé, c'est ça qu'il faudrait défendre. Et c'est très difficile, parce que ça ne peut être exprimé que de manière subtile. Voilà. Et la liberté? La liberté, on voit ce qu'elle est. Elle est menacée à l'heure actuelle, il me semble, moins par des perspectives de conquête que par l'espèce d'affaissement de l'esprit de liberté. La liberté chez nous, c'est quoi? Ça consiste à dire que, en fait, la liberté nous apporte plus que l'inverse.
Or, depuis 20 ans ou 30 ans, se développe en France cette idée que tout irait mieux si, globalement, il y avait moins de liberté. S'il y avait plus de caméras dans les rues, s'il y avait plus de policiers partout, s'il y avait plus de... certains Français, d'ailleurs, ne sont pas complètement défavorables à l'idée que la démocratie n'est pas le meilleur des... Par exemple, et que les choses iraient mieux. Et ça c'est une chose très grave. Pourquoi ? Je pense que c'est une chose très grave parce que je pense que c'est la liberté qui nous rend dignes et qui nous rend créatifs. Parce que c'est le fait que les choses ne soient pas simples, le fait qu'il n'y ait pas de sécurité en permanence partout, le fait que nous soyons sans arrêt obligés d'être du côté du mouvement, de l'invention, tout ça va avec la liberté politique, et c'est ça qui fait de nous un pays qui dure malgré tout, avec notre sens très particulier de la dignité de la personne depuis des milliers d'années, enfin au moins 1000 ou 1500. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Voilà. C'est pas la liberté pour la liberté, c'est pas la liberté de boire des bocs en terrasse ou la liberté d'imprimer des conneries. Enfin comme tout le monde, je préfère lire quelque chose de vrai à quelque chose qui aurait été publié sous l'empire de la liberté et qui serait faux. Mais ce que nous avons à défendre, c'est ça, c'est cette incertitude. De même, on parlait de tout ça, hein, je veux dire, tout ça, là, Lyautey, Foch, Napoléon, des millions de morts. Mais pour finir, le fait que la destinée de la France, c'est qu'il y a dans ces échecs, il y a dans ces tentatives, il y a dans le fait qu'on soit toujours là à essayer une espèce de grandeur par laquelle les échecs de la France nous paraissent plus honorables que d'autres succès. Voilà. Ça me paraît fantastique. Ça, c'est très français. C'est très français. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on adore Cyrano. Oui, qu'on adore Poulidor. Qu'on adore Poulidor, absolument. Absolument. On remonte ? On remonte ? Tiens, vous êtes déjà imaginé ce que vous feriez si vous étiez là demain, obligé de vivre dans un pays, une chape de plomb, un pouvoir dictatorial? Vous feriez quoi? Vous partiriez? Vous entreriez en résistance? Si c'est mon pays, oui, je prendrais le maquis avec mon fusil de chasse. Si oui, mais alors, parce qu'il y a le maquis, oui. Ça, non, je partirais pas, je pense, non. Non, vous partirais pas? Non, je partirais pas. Non. Oui, mais parce qu'il pourrait y avoir, je veux dire, il y a tout un tas de gens en Russie, par exemple, qui n'ont pas le maquis, mais qui... Nabokov fait partie, il a bien fait. Enfin, je veux dire, ça dépend tout à fait des formes. Ce que je crois, en revanche, et ce qui est vrai, c'est que la liberté fondamentale et la liberté politique sont tout autre chose. C'est-à-dire qu'on peut être profondément libre à l'intérieur d'un pays dictatorial. C'est une liberté intellectuelle. C'est une liberté intérieure. C'est le goût de la liberté, le sens de la liberté. Je pense que... alors je sais mais la liberté, elle a besoin de s'exprimer physiquement aussi. Je suis d'accord, mais dans les hypothèses où on serait complètement privé de liberté, je pense qu'entre la résistance, l'expatriation et l'exil intérieur, il resterait toujours le moyen de faire quelque chose, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, on dit souvent, Emmanuel Macron l'a répété à nombreuses reprises, oui, nous sommes contre le régime politique russe et contre Vladimir Poutine, mais pas contre la Russie, contre les Russes. Quelle est la part de responsabilité des gens à l'intérieur? C'est un vrai débat. Tocqueville disait « La souveraineté du peuple », c'est une phrase terrible, terrible, « La souveraineté du peuple se cache au fond des institutions les moins libres ». Ça veut dire qu'en fait, les peuples sont responsables de leur régime. Que les peuples sont responsables de leur régime. Que par exemple, le caractère lamentable donné à l'heure actuelle par la classe politique, nous en sommes totalement responsables. C'est nous qui l'avons voulu, c'est nous qui l'avons installé là. Alors, elle fait moins et qui acceptons qu'elle dure. Oui. Bon, elle fait moins de dégâts que Poutine, c'est entendu. Ou que ce qui se passe en Iran, par exemple. Ce qui se passe en Iran, c'est entendu, mais nous en sommes responsables. Je crois qu'il y a une vérité profonde dans l'idée que les peuples sont... Mais la question n'est pas celle-là, la question c'est qu'est-ce qui les a portés à s'abandonner ainsi, à abandonner des choses. Par exemple, si on prend le cas de la Russie... s'il y a une adhésion partielle ou totale à Poutine, elle vient probablement aussi de quelque chose qu'on peine à imaginer, qui est le double traumatisme d'une guerre mondiale où ils ont perdu des gens par dizaines de millions
et de l'effondrement d'un empire qui prétendait détenir les clés de l'avenir. Et tout ça dans l'espace de 30 ans. Alors que nous, on est avec, encore... avec sans doute une chape de plomb culturelle, tout ça ensemble. Éducative, politique pendant des années qui a... qui a refermé l'ensemble. Alors nous qui finalement éprouvons d'extrêmement grandes difficultés à définir nos relations avec l'Algérie, 60 ans après l'indépendance, enfin à peu de choses près, on n'est pas tellement fondé à leur reprocher de se laisser aller à une espèce de, comment dire, pas d'immaturité, vous voyez, mais de violence dans le caractère insaisissable des événements historiques tels qu'ils se produisent, quoi. Et voilà Turenne dont il faut se souvenir quand même de cette chose magnifique. Il a été frappé, il est très drôle, hein, le maréchal de Turenne est très drôle. Par exemple, il est sur un gabion, là, sur une espèce de fortification, avec un jeune officier qui lui fait tout, qui se montre très courageux, dans l'espoir sans doute de franchir un grade, et qui s'expose au feu de l'ennemi, et qui tout d'un coup prend un boulet en pleine tête. Et évidemment, la cervelle du type tombe sur le costume du maréchal de Turenne, qui dit « Oh, qu'un homme qui est autant de cervelle se fût autant exposé, ça m'étonne. » Et il débarrasse la cervelle de son truc. Et puis il a été... ça, vraiment. Oui, si. Enfin, en tout cas, c'est Chamfort qui le raconte. Oui. Bon. Et puis il a été frappé par un boulet, lui, et il a eu cette phrase absolument magnifique que nous pourrions tous avoir. C'est dommage, j'aurais aimé mettre quelques instants entre ma vie et ma mort. C'est très beau, pour pouvoir réfléchir à ce qu'on a fait, pour pouvoir y penser, pour pouvoir se souvenir, pour pouvoir regretter. Peut-être qu'il l'a eu, cet instant. Peut-être qu'il l'a vu, oui. Oui, parce que les instants de ces instants-là ne sont pas de même durée que les autres instants. Oui. En effet. Je suis d'accord. Et personne n'est là pour témoigner de la possibilité que ces instants aient existé. Entièrement d'accord. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Bon, le général d'armée Yann Gravette est parti, mais c'est lui qui nous a accueillis tout à l'heure, le directeur de ce musée. Merci beaucoup. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accueillis. C'est sympa, hein, merci. Je vous remercie de nous avoir emmenés ici. C'est bien, hein? Ah ouais. Non, mais c'est fantastique, enfin, l'armée française, quoi. Enfin, ouais, c'est fantastique. On parlait à l'intérieur de nos libertés. On reçoit en ce moment des leçons morales des Américains sur nos libertés et notre manière de l'appréhender. Est-ce que vous les comprenez ou est-ce que vous dites ils se foutent un peu de nous quand même? Non, bien sûr, je les comprends. Je pense que... on parle beaucoup de liberté, mais la liberté ne nous est pas absolument naturelle. Mais c'est une... Il se trouve que Trump donne, ou son vice-président donne à cette critique qu'il porte à la France ou à l'Europe, une tournure extrêmement vulgaire dans la formulation. Bon, il n'en reste pas moins que c'est parfaitement vrai. Nous ne sommes pas le pays du free speech. Nous avons connu la censure des livres, les procès pour offense au chef de l'État. Nous ne pouvons pas publier tout ce que nous pouvons publier. Dieu sait, par exemple... Mais bon, ça nous fait doucement rigoler quand certains livres sur certains sujets sont interdits dans certains États. Oui, bon. Non, mais bien sûr, mais non. On est loin d'être irréprochable sur cette question. Non, mais je ne me compare pas aux États-Unis. Oui. Ce que je veux dire, c'est que notre free speech à nous n'a jamais été absolument parfait. J'ai vu récemment que la Cour de récemment il y a quelque temps que la Cour de cassation avait condamné Zemmour, je crois pour provocation ou incitation à la haine raciale, parce qu'il avait déclaré quelque chose sur lequel il croyait à la théorie du grand remplacement ou un truc de ce genre. Bon. Lisant ça, mais alors j'ai pas lu l'arrêt, donc j'ai du mal à le critiquer. Et mes pensées là-dessus, sont très très éloignées de ce que Zemmour pense. Mais enfin, il a bien le droit de penser ce qu'il veut, ce brave homme. Et c'est pas à la Cour de cassation de nous dire ce qu'il doit penser ou pas penser. Je suis très hostile à ça, de même que je suis très hostile à la législation sur le négationnisme. Je pense qu'on doit pouvoir écrire absolument ce qu'on veut, réserve faite de l'incitation au meurtre, au pogrom ou à des choses de ce genre. Donc la loi Guesso, pour vous, n'a pas lieu d'être? Elle n'a pas lieu d'être, mais cette position, je ne suis pas le seul à voir. On l'a oublié maintenant, mais si je me souviens bien, Madeleine Rebériou, qui est présidente de la Ligue à l'époque, était exactement sur la même position. Un très grand nombre d'historiens étaient sur la même position. Dès lors que vous faites appel à l'État pour vous dire ce qui est vrai ou pas historiquement et que vous déclenchez une sanction pénale, mais vous rentrez dans un cycle qui est un cycle extrêmement dangereux. Imaginez que demain, un gouvernement vienne dire « on ne peut pas mettre en doute la culpabilité du capitaine Dreyfus ».
Sans ça, c'est 5 ans de prison. Qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, je vais continuer à plaider l'innocence du capitaine Dreyfus. Et je ne veux pas que ce soit l'État qui me dise ce que je dois penser ou pas. C'est une question extrêmement profonde. Mais nous avons tendance à faire du tiers, le tiers judiciaire, le tiers politique, l'arbitre de notre conscience individuelle. C'est vraiment quelque chose de très français, quoi. Et les Américains ne le comprennent pas. Et je trouve que sous ce rapport, ils ont raison de ne pas le comprendre. Voilà. Alors ça nous énerve parce qu'en même temps, ça les amène chez eux à avoir des mecs mais qui soutiennent des positions qui nous sont insupportables. Oui. Ils sont insupportables. Mais la liberté, c'est aussi le fait d'être choqué par les opinions insupportables. C'est pas d'aller dire à un juge sanctionnez-les, quoi. Il y a ce grand mouvement aux États-Unis, parce que vous êtes un fervent défenseur de la liberté. Il y a ce grand mouvement aux États-Unis, ce qu'on appelle les libertariens. Est-ce que vous pourriez être un libertarien français ou c'est un mot qui est un peu fourre-tout et donc vous avez un peu n'importe quoi? Je trouve ça un peu fourre-tout et puis j'ai pas tellement de... Vous savez, ma pensée elle est assez limitée. Hein. Enfin, je n'ai pas de pensée politique générale. Les libertariens, pensée politique, économique, etc. etc. Par ailleurs, contrairement aux libertariens, j'imagine, j'aime bien l'État, moi. J'aime bien l'ordre, j'aime bien l'intérêt général, j'aime bien tout ce genre de choses. Simplement, je crois qu'il faut que ces dispositifs, si je puis dire, ne sortent pas de leur lit, quoi. Ouais. Je ne suis pas nécessairement pour le renard libre dans le poulailler libre. Voilà. Donc, mais globalement, on nous fatigue un peu là. Enfin, je veux dire, aux violations des libertés individuelles, notamment des de libertés publiques commises par tous les gouvernements depuis 20 ans, c'est-à-dire de Sarkozy à Macron, quelque chose près. À l'exception de ça, sur lequel il serait assez facile de revenir, en réalité, nous avions un système assez idéal. Enfin, ne nous plaignons pas, quoi, tout va bien, on peut écrire ce qu'on veut, on peut publier ce qu'on veut. Bon, il y a des choses qui me choquent beaucoup, mais ça me choque, moi, toujours, presque de manière presque professionnelle. Vous voyez, par exemple, qu'on serve du code pénal comme d'un instrument de police administrative, que quand il y a des mecs qui manifestent, on les fout en garde à vue avant qu'ils aient rien fait, histoire de pouvoir contrôler les foules. Bah, ça se fait pas, quoi. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, voilà, c'est pas bien, on fait pas comme ça. Bon. Mais bon, ça ne nous transforme pas pour autant en Kazakhstan, quoi. D'ailleurs, il y a certains, ça a été un débat sur l'état de droit et notamment sur une critique fréquente du Conseil constitutionnel qui finalement a le pouvoir de retoquer des lois. Oui. On n'arrive pas là, il y a un équilibre qu'on a perdu, non? Non, mais ça c'est une question très profonde. C'est une question, nous avons ce débat depuis le début. Oui. Ça, depuis toujours. Depuis le XVIIIe siècle, hein, c'est assez simple. Nous avons ce débat. Alors, il est devenu plus aigu récemment, mais nous avons ce débat. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent, tous les rousseauistes de la Terre globalement, pensent que quand on donne la parole au peuple, le peuple doit pouvoir faire ce qu'il veut par la loi, sans se laisser arrêter par rien. La souveraineté étant celle du peuple, le peuple, par ses représentants élus, peut décider ce qu'il veut. Et donc ça veut dire que la loi que le peuple vote, enfin que les représentants du peuple votent, ce qu'on appelle le droit positif, eh bien on ne peut lui mettre aucune barrière. Et puis les tenants de l'école du droit naturel, qui sont tout à fait différents, disent tout ça c'est bien joli, mais il y a des principes de base qui tiennent à la nature humaine, et sur lesquels même le peuple ne peut pas revenir. Le peuple ne peut pas, par exemple, déclarer demain que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Et quand bien même 100% de l'Assemblée nationale déclarait que les Blancs sont supérieurs aux Noirs, il faut qu'il y ait un Conseil constitutionnel pour dire non, c'est pas possible. C'est ça la question. Il y a quelque chose qui m'étonne en ce moment, j'ai l'impression que les Français n'en ont plus rien à faire des compétences. C'est-à-dire qu'on se moque assez du fait qu'une personnalité soit bonne sur le parti économique, compétent sur l'éducation, que sais-je. Non, ça on a plus rien à faire. C'est une impression qu'il donne. Combien de fois chez les gens de mon genre, là, mais je ne suis pas le seul auquel c'est arrivé, il arrive d'avoir un ministre qui vous appelle et qui vous dit « Ah, je viens d'être nommé, je sais pas quoi, moi, garde des Sceaux. Hein, est-ce que vous pouvez pas passer me voir pour qu'on discute, pour voir si vous avez des idées intéressantes, etc. » Mais la réponse devrait être, mais enfin, si vous n'avez pas d'idée vous-même, il ne fallait pas essayer de devenir ministre. Mais c'est fascinant quand même. Et tout le monde s'y prête. Oui. Et tout le monde devrait faire cette réponse. Tout le monde. Oui, mais attendez, je trouve que ça plutôt bien que des ministres s'ouvrent, essayent d'avoir des idées, des contradictions. Je rends hommage à votre optimisme. En réalité, les gars ne savent pas pourquoi ils sont là.
souhaite quand même y être, Oui. et pour finir, demande aux autres des idées qu'ils n'appliqueront pas. Oui. Non mais que vous trouviez ça sympathique me va droit au cœur. Bon, d'accord. Mais enfin, moi, ça me... Voilà. Et ces Français qui n'en ont plus rien à faire. On le voit aux États-Unis, par exemple, enfin, les Français. Ils peut-être. rejoignent là. Je pense qu'ils restent politisés quand même. Aux dernières élections, on a bien vu quand même que quand il y avait un vrai choix, ils se mettaient à voter quand même. Oui, non oui. Mais il y a une tendance quand même aux États-Unis, on vote pas pour Trump pour ses compétences. Enfin, je ne pense pas. On vote pour lui pour tout un tas d'autres choses qui peuvent être. Mais en louables. France aussi, regardez. C'est ce que disait Céline à propos de Pétain-Sigmaringen, il incarne quoi. Je veux dire, il s'agit de savoir ce que les gens incarnent. Je pense que les gens recherchent une qualité d'incarnation et recherchent une sincérité. Je trouve qu'ils ont l'impression à l'heure actuelle que la sincérité fait entièrement défaut. On ne peut pas totalement leur donner tort. Tout le monde prêche le compromis, par exemple, mais le défaut du compromis, c'est qu'il apparaît que la sincérité n'est pas au rendez-vous quand même. Et je pense que les gens, ils sont sensibles, quoi. Moi, j'ai rencontré plus de gens de gauche qui étaient ravis d'avoir des gens de droite qui avaient vraiment des gueules de gens de droite, et des gens de droite qui étaient ravis d'avoir des gens de gauche qui avaient des gueules de gens de gauche. Mais l'idée de cette espèce de marée insaisissable, où pour devenir sous-secrétaire d'État au poste, on est prêt à peu près à n'importe quoi, et on comprend que ça étonne les gens. Quoi. Oui, ça c'est clair. Allez, on est reparti, et là... Et là, on va rentrer sur... Là aussi, bon là, on est chez Alors là, vous. maintenant, oui, et on cesse de parler de trucs D'accord, annexes. non, ouais, l'important. Non, là, maintenant, on est dans les choses importantes. D'accord. Alors, je vois votre sourire et... c'est pas mal quand même. Oui. Mais alors, ça veut dire qu'il ne faiblit pas, vous n'êtes pas blasé. Non, mais non. Parce que j'ai lu que parfois, vous pouviez envisager de dire, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, je m'en vais. Non, mais non, parce que, enfin, ce qui est merveilleux avec les institutions qui traversent le temps, c'est qu'à chaque fois, on vient dans une académie différente. Quand l'académie d'aujourd'hui m'emmerde, de temps en temps, je viens ici et je me dis, allez, ça y est, je vais siéger entre Tocqueville, Royer-Collard et Barante. Et j'arrive tout à fait à m'imaginer. Oui, là, oui. Dormesson racontait qu'un jour... C'est-à-dire que vous fermez les yeux et à côté de vous, vous êtes 200 ans en arrière, quoi, 300. Absolument. C'est tout à fait satisfaisant. Alors Dormesson racontait qu'un jour, là, c'est le jour de la réception d'Eugène Ionesco, qui est quand même pas rien, quoi. Et, mais je ne sais pas si c'était une blague ou pas. Donc arrive... il y a plein de monde, vous savez, les jours de réception. Et donc Eugène Ionesco est là, avec son bel habit vert, s'apprête à rentrer dans le machin. Et entouré par ses petits camarades. Puis il y a une voiture qui s'arrête là, un taxi miteux, baisse sa vitre. Et un à type, l'époque, il y avait... on avait le un geste. type baisse sa vitre. Et enveloppé dans des espèces de vieux cache-nez gris, un type aux cheveux gris lui dit « Eugène, c'est trop bête, on s'en va ». Et c'était Sioran. Très bon. Très bon. Oui. Alors là, il faut que vous nous expliquiez. Ah oui, alors moi je suis pas le grand spécialiste des bâtiments. Mon truc c'est plutôt bonsoir madame. Merci de nous accueillir. Je vais vous faire le trajet de l'académicien. Alors c'est fascinant, comme l'Institut national de France, vous savez qu'il avait voulu faire il a voulu faire le même en Égypte. C'est quand même pas rien, quoi. Il avait emmené, vous vous souvenez de l'expédition d'Égypte, il avait emmené toute une foule de naturalistes, de géomètres, de types absolument extraordinaires, dont l'immense Vivant Denon. Et puis il se battait avec les Mamelouks, là, et on raconte le cri célèbre des officiers de la 21e demi-brigade d'infanterie qui criait « Attention les Turcs, les ânes et les savants au centre !» Parce qu'ils formaient des carrés et ils mettaient les ânes et les savants au milieu des carrés. Devenir immortel. Alors voilà le tombeau de Mazarin. Alors Emmanuel de Varesquiel, l'historien, m'expliquait il y a 2 jours qu'en fait Mazarin n'était pas là. Donc tout à l'heure on avait une demi-incertitude sur Napoléon qui était écartée. Là, il semble que Mazarin ne soit pas là. Donc là, il y a évidemment l'empereur qui a réformé l'Institut. Et voilà la fameuse coupole. Hop. Alors il n'y a pas de place, hein, c'est-à-dire qu'elle sert pour les 5 académies, y compris l'Académie française. Elle ne sert que pour les réceptions. Donc en fait, il n'y a pas de place attribuée. Vous ne pouvez pas vous asseoir là en vous disant « je suis à la place de vous mettez où vous voulez. Les jours de réception, on se met où on veut, dans un ordre savant qui est l'ancienneté de l'élection.
D'accord. Donc il y a des huissiers qui savent où on vous met et qui vous mettent là en fonction de... Vous ne décidez pas, vous... Non, et alors, donc pour une réception à l'Académie française, par exemple, tous les académiciens se mettent là, les Français, là. Ouais. Moi, j'étais le dernier, je ne sais pas pourquoi, on m'avait mis là pour prononcer mon discours. Je me souviens très bien, j'étais là, voilà. J'ai prononcé mon discours ici, voilà. Et puis là, dans les autres fauteuils, vous avez le public, les hiérarques. Donc, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous asseoir ici. Et vous, ici, par exemple. Voilà. Et voilà, exactement. Exactement. Et alors, devenir immortel, oui. on le prévoit un peu ou ça nous tombe dessus? Oh, je crois il y a des dispositions pour ça. Comment dire je pense qu'il y a des choses qu'il faut aimer, il y a des choses qu'il faut... et c'est pour ça que comment dire, ça entraîne... Les Français ont des relations très curieuses avec l'Académie française ou avec les institutions de manière générale. Les Anglais, beaucoup moins. D'abord, les Anglais, par exemple, ne trouvent pas grotesque de se foutre dans des costumes ridicules. Oui. Vous voyez, à l'entrée du Lord Mayor, ils sont dans des espèces de culottes bouffantes à la Henri II, tout ça est complètement grotesque. Vous voyez des scènes où Churchill, par exemple, mais apparaît costumé comme un gandin de théâtre, alors que le gars a sauvé le monde entier. Non, ça ne le gêne pas de foutre des culottes en velours avec des petits éclats de verre, quoi. Enfin bon, c'est tout à fait bizarre. Les Français, ça les gêne. Donc ils n'aiment pas ça. Ils ont un côté austère, ils ont un côté janséniste, ils ont un côté républicain. Donc ils n'aiment pas tellement ça. Donc déjà, il faut surmonter l'habit, il faut surmonter le costume. Alors moi, j'ai toujours adoré le costume, donc ça ne doit pas ce costume. Mais oui, parce que... Donc alors en plus, quand on se sent bien dans un costume, on le porte mieux. Ah oui, c'est bien le costume. C'est un costume assez marrant par ailleurs, parce que j'adore Monte Cristo. C'est le même costume que le costume de la Chambre des Pairs. C'est le costume de Morcerf, quand Haïdé vient lui dire « Tu as trahi Ali Pacha ». Voilà. Donc c'est quand même... Donc il faut pouvoir surmonter le costume. Tous les gens un peu pisse-froid qui disent « Ah moi je veux bien, mais je veux pas mettre le costume out ». Voilà, si je puis dire. Oui, donc faut pas venir. Faut prévenir. Après, il faut aussi aimer un peu les institutions, parce qu'il y a un côté un peu institutionnel, un côté baroque. Moi ça m'a plu, enfin ça m'a plu, ça m'a toujours plu d'ailleurs, hein, parce que pendant des années je me suis dit que si on me proposait je dirais non. Mais en fait ça me plaît à cause de son côté en effet, anglais, baroque et inutile. Enfin, j'ai connu énormément d'institutions françaises qui devaient servir à quelque chose et qui ne servaient à rien. Voilà. Je trouve que je n'aurais pas la cruauté de donner les noms d'institutions publiques qui, à mon avis, ne servent vraiment pas à grand-chose et qu'on pourrait supprimer notre trait de plume. L'Académie française ne sert à rien, mais elle le fait vraiment très très bien. Et ça, c'est extrêmement plaisant comme sensation. C'est-à-dire de voir qu'on convoque la grandeur de l'État, la beauté des bâtiments, la garde républicaine en tenue avec le pantalon de casimir blanc, là, le roulement des tambours, les décorations partout, pour un truc qui ne sert absolument à rien. Et ça, dans un univers qui est quand même généralement voué à la compétition et à l'efficacité, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'aime bien ça. C'est pour ça que vous pouvez vous inscrire sans problème, accepter les critiques. Il y a beaucoup de critiques autour de l'Académie française, mais alors ça, c'est un truc assez marrant, les critiques. C'est un truc assez drôle, c'est que, l'Académie française, enfin, les critiques sont tout aussi tartes que l'Académie française elle-même, si je puis dire. Quand vous regardez les critiques faites à l'Académie française, elles ne sont jamais aussi fortes qu'au moment où l'Académie est brillante. Par exemple, vous savez quels sont les pires moments de critique quand vous lisez dans les journaux, mais ces lamentables vieillards, ces types complètement nuls, ces gars hors sol, etc. Ça a été écrit à deux moments. Au moment où il y avait à la fois Racine, Corneille, La Fontaine et Boileau, et au moment où il y avait à la fois Chateaubriand, Victor Hugo, Musset, Vigny et Lamartine. Et ce sont les deux époques où on a le plus écrit. Ces connards, quand même, avec leurs dentiers et leurs sonotones, là, sont quand même complètement inefficaces. Donc non, il faut avoir. Et puis il faut avoir. Il faut aimer les inscriptions historiques. Vous voyez, il faut aimer il faut aimer. Il y a des gens auxquels ça ne fait rien. Et vous savez, c'est pareil pour les écrivains. Par exemple, un écrivain que j'aime beaucoup, comme Apollinaire, ou André Breton, que j'aime énormément, sont des écrivains qui sont généalogistes. Quand André Breton publie le premier manifeste du surréalisme, il fait une généalogie des auteurs. Il dit Victor Hugo est surréaliste, Rousseau est surréaliste, le marquis de Sade est surréaliste. Il a une pensée généalogique de la littérature. Apollinaire était exactement du même type. Et puis il y a des écrivains qui ne sont pas généalogistes le moins du monde. Proust, curieusement d'ailleurs, qui est un généalogiste au sens du snobisme, enfin un généalogiste social, ne l'est pas
terriblement sur le plan de l'histoire littéraire. On voit qu'il est influencé par Bossuet, on voit ce qu'il doit au milieu d'une nuit, naturellement. Mais la pensée historique de la littérature n'est pas véritablement sa chose. Alors qu'il y a des écrivains qui, comme Breton, étaient d'extrême gauche ou comme Apollinaire, étaient demi-anarchistes, qui sont très très sensibles à l'idée généalogique. Pour vouloir être élu à l'Académie française, il faut que quelque chose en vous vibre un peu à l'idée que le jeudi après-midi, vous allez poser votre Auguste derrière à l'endroit où Victor Hugo l'a posé. Voilà. Alors, il y a des gens qui s'en foutent et qui sont tout à fait honorables. Et ça, c'est un kiff. Ah, moi, je trouve que c'est un kiff absolu. mais je comprends aussi qu'on s'en fiche. Hein. Oui. Mais on peut utiliser ce mot-là ici. Ah bon, on peut tout utiliser ici. C'est quand même. En plus, je suis sûr que même chez Baudelaire, qui n'a pas été élu, on trouverait le mot kiff, mais pour désigner quelque chose de différent. Oui. Vous avez ici, c'est le temple de la grande culture française, la littérature française. Mais vous avez, j'ai l'impression, aussi un goût pour la culture plus populaire. Ça vous... Ah mais c'est la même. Enfin, c'est la même. Oui, enfin, je veux dire, ça, j'ai un goût extrêmement... Enfin, si vous voulez, pour moi, le moment est venu d'avouer que... Bon, d'abord... Corneille et Racine, quand on les débarrasse du Lagarde et Michard, et puis surtout Molière quand même, c'est quand même de la culture populaire. Enfin, les Fourberies de Scapin, quand c'est bien joué, enfin, c'est fantastique. Bon. Et puis, au fond, la culture, c'est une espèce de choses étranges. Ces livres qui nous donnent l'impression que tout d'un coup, on découvre des sentiments, on découvre dans le livre des sentiments que nous ressentions et que l'écrivain est le seul à avoir exprimé d'une manière conforme à ce que nous ressentions. Ceci, vous l'avez quand vous lisez Proust. De temps en temps, quand vous lisez une page de Proust sur la jalousie et que vous avez déjà éprouvé la jalousie, vous vous dites « merde, c'est vraiment ça, quoi ». Et Monte Cristo, sur la vengeance. Vous avez jamais pensé vous venger, vous? Jamais? Vous avez de la chance. Et on lit ça et on se dit, mais c'est fantastique, le grand roman de la vengeance. Ce roman populaire, en fait, il est populaire parce qu'il satisfait un désir qui est, pas brillant d'ailleurs, mais qui est un désir qui est au plus profond de chacun de nous. Et c'est fantastique, c'est fantastique. Les Trois Mousquetaires, le roman de l'amitié. Mais est-ce que Tintin. Tintin. Oui, mais Tintin. Parce que aujourd'hui, Dumas est entré dans la grande littérature. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai lu que vous regardiez des séries, que vous. Je vous demande, est-ce que vous écoutez du rap? Parce que je vous ai vu, par exemple, dans le film d'Abdel Malik, qu'on a reçu la semaine dernière d'ailleurs. Ah oui. Oui. Donc peut-être qu'il écoute du rap. Je sais qu'il regarde des séries, qu'il adore les polars. Ah oui. Et j'ai commencé par. Alors le rap, j'en écoute, mais ma culture. J'ai un fils dont c'est vraiment le. J'ai un fils dont c'est vraiment et qui en compose. C'est lui qui m'a montré ce que c'était en fait, parce que sans ça je l'avais écouté que d'une oreille distraite. Mais non, pour moi tout. Si vous voulez, il y a des choses qui m'accrochent. Monte Cristo m'accroche, comme Léonard Cohen m'a fait accrocher quand j'étais jeune, comme telle ou telle série contemporaine. Je pense très sincèrement être la réincarnation du capitaine Haddock. Ça me donne plus moitié. Je le pense depuis que je suis tout petit. Il est où le sparadrap? C'est-à-dire, il est là. Je vous lâcherai pas, secouer la main. Et en fait, Haddock, regardez cette scène absolument fantastique où il arrive et il dit à Tintin, non mais c'est fini maintenant, je n'aspire plus qu'au calme, à la paix, à la tranquillité. Regardez comme l'air est beau et frais à Moulinsart. Il rentre, il reçoit un télégramme de Haddock, de Tournesol, qui lui demande de le rejoindre dans Objectif Lune, près de la ville de Zbrodj, par exemple. Et alors que Nestor est en train d'écouter à la porte, Nestor se prend la porte dans la gueule, il cesse d'être costumé en gentleman. Haddock réapparaît costumé en marin avec son sac sur le dos et il dit en avant. Voilà. Ce type qui ne tient pas en place, qui est à la fois... Non mais Tintin, tout est dans Tintin. Vous avez remarqué que Milou, par exemple, cesse de parler... C'est celle qui parle au début. Vous avez remarqué qu'il cesse de parler quand Haddock commence à parler. Ah, c'est à ce moment-là. Eh oui. Donc Haddock remplace Milou. Haddock remplace Milou, c'est quand même abyssal. c'est quand même. Ah mais là un monde s'ouvre. Non mais ça c'est. J'avais jamais fait attention. Non, ça c'est. Et puis la Sildavie, la Bordurie,
savez ce que veut dire Aïbenek, Aïblavek, vraiment. Non. Qui s'y frotte s'y pique, c'est la devise du royaume Sildave. Mais en réalité, c'est du patois. C'est du patois. C'est pas une invention ? Non, c'est du patois de la région de Bruxelles. D'accord. Ça veut vraiment... voilà. Non, mais Tintin, c'est. Non, mais honnêtement, c'est pas snobisme tarte que de dire ça, mais pour moi, Tintin est du même niveau que Monte Cristo. Enfin, j'y prends le même intérêt, j'y prends le même plaisir, et d'une certaine manière, le même encouragement à vivre. Et ça, c'est. Voilà, Non, c'est assez fantastique. Vous avez ressenti quoi le jour où vous avez été élu et le jour où vous avez prononcé votre discours qui est resté mémorable sur la liberté ici ? Le jour où j'ai été élu, j'ai été très ému parce que mon père était mort la veille. Mon père avait été président de l'Académie de médecine et il aimait beaucoup ce genre de trucs. Il était un peu comme moi, il aimait beaucoup les costumes. Oui. Mais il était mort et comme il avait la maladie d'Alzheimer, il n'a pas su que j'avais été élu. Et je pense que ça lui aurait fait plaisir. Et donc j'ai pensé à lui et puis j'ai pensé aux amis que j'avais eus ici et qui étaient morts aussi dans l'intervalle. Parce que j'avais eu des amis d'Ormesson et un homme que j'aimais beaucoup, dont les Français ne se souviennent plus du tout, qui était pour moi une sorte de Cyrano politique, qui s'appelait Jean-François Degnaud. Qui avait été ministre. Giscard voulait en faire, je crois, un Premier ministre. Il avait été réélu en 81, et puis Degnaud, ensuite, était parti faire la guerre avec Massoud. Avait écrit un livre magnifique sur le courage qui s'appelle Un quart d'heure avant minuit. Et était véritablement un personnage de roman. Et la première chose que j'ai pensé, c'était à eux qui... et puis en même temps avec un sentiment quand même d'indignité, quoi, d'imposture un peu, parce que vous allez voir quand on arrive quand on voit les bustes là-haut, là on se dit oui, alors en plus voilà, vous êtes au siège combien, vous 24 24, oui. 24, pas n'importe lequel, il y a des sièges, oui, ouais. Colbert, La Fontaine, Colbert, Marivaux. Ah oui, Marivaux aussi. Marivaux, et je crois qu'il y a même un gars du Figaro qui s'appelle Alfred Capu. Ah oui. Ouais. Oui, non mais parce qu'il y a des sièges moins prestigieux. Oui. Mais vous avez pas, vous avez, parce qu'on le choisit son siège. Enfin, on prend le siège vacant que le perpétuel vous désigne. Mais cela dit, l'Académie est quand même composée de 3 ou 4, j'allais dire de 4 tiers, mais c'est toujours le même truc. C'est-à-dire que vous avez un tiers de type absolument éminent, je ne vais pas me comparer à La Fontaine, vous avez un tiers de nullité absolument totale, élu par hasard, par intrigue, ou pour ne pas élire, d'autres mecs. D'accord. C'est comme ça qu'il y a des scènes dans Chose vue de Victor Hugo, où Victor Hugo raconte qu'il veut absolument que Balzac succède à Chateaubriand et qu'on l'explique que Balzac est quand même pas génial, mais qu'il faut élire Monsieur Tartemol parce qu'il est très, très, très bien vu de la comtesse de Boigne, enfin un truc de ce genre. Oui. C'est quand même comme ça que ça se passait. Alors, d'ailleurs, Victor Hugo, quand il entre, succède à un type qui tombe... Népomucène Le Mercier, oui, qui était le type qui l'avait empêché d'entrer 6 fois de suite. Oui. Bon. Alors quand même, il y a une chose que il a été obligé de faire son... Il a fait son éloge. Un éloge assez magnifique. Ouais. Et je voudrais quand même qu'on regarde cette cour, parce que c'est une des choses qui m'émeut le plus. Moi, j'aime énormément le vieil Hugo. Mais j'aime énormément le vieil Hugo. Et Hugo revient ici, il a été élu dans les années 30, il revient ici après l'exil, après Guernsey, c'est-à-dire 50 ans après. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde. Il a toujours son siège. Il a toujours son siège, mais il n'est pas revenu depuis 50 ans, il était à Guernsey. Enfin, je veux dire, depuis 50 ans, j'exagère, parce qu'il est parti en 1850, depuis 20 ans. Il venait moins avant, il commence à se fâcher avec Napoléon III, mettons, il a peut-être passé 25 ans ou 30 ans dehors de l'institution, donc quand il se pointe ici, plus personne ne le reconnaît, les gens de l'entrée. Avant, il était sans barbe, c'était un beau jeune homme, quoi, puis il revient quand même. Bon. Et puis on ne le reconnaît pas, et puis il va en salle des séances, personne ne le reconnaît. Le directeur fait l'appel, le directeur faisait l'appel, on ne fait plus ça maintenant, le directeur en exercice fait l'appel, et oublie son nom au moment de l'appel, puisque ça faisait 25 ou 30 ans qu'on ne prononçait pas le nom de Victor Hugo au moment de l'appel, et il est triste. Et il descend par ce couloir, et il s'en va, mais là il y a des gens qui sont venus, des gens du peuple, des bourgeois, des gens qui venaient visiter, des gens qui venaient, etc. Et en le voyant, les gens enlèvent leur chapeau. Ça, c'est magnifique. Les gens ici, les gens pas ici, les gens là-haut. Pas les gens là-haut. Ouais. Alors on entre là ? On entre là. D'accord. Et
C'est vrai que vous avez cassé l'épée? Oui, oui, en me battant avec... Mais c'est une bêtise, parce que moi j'aime énormément cet immense médiéviste qui est Michel Zinc. Et puis à un moment, je dois, parce que ça m'arrive, émettre une opinion de celle que j'ai émise là pendant une conversation, une opinion un peu emportée et Jean Foutresque, oui. Où je lui explique que tel écrivain qu'il trouve considérable est complètement nul. Enfin, Oui. C'est lequel, vous vous souvenez? Plus du tout. Et il me dit, mais vous ne pouvez pas dire ça, c'est une honte. Je dis, mais écoutez, il faut vider cette querelle immédiatement. Je sors mon épée, il sort la sienne. Et on commence à se battre, je vais vous montrer dans la bibliothèque. Simplement, la sienne était plus solide que la mienne, et donc j'ai cassé mon épée contre celle de Michel Zinc. Mais je l'ai gardée de manière fétichiste. D'accord, et vous en avez fait? Non, je l'ai gardée, Bah, on la sort jamais, elle est dans le fourreau. Oui, donc elle est coupée à la moitié. Elle est coupée à la moitié dans le fourreau. Voilà, Académie française, 9h30, commission du dictionnaire, 15h, séance. Et là, vous avez Chateaubriand, voilà, mélancolique et méditatif. Alors, vous venez tous les jeudis, c'est comme ça que ça se passe? Oui, oui, c'est plutôt... Bon, alors racontez-moi. Alors, c'est sympa parce que d'abord... Est-ce qu'il y a des sensibilités, des D'abord, c'est une chose, je ne suis pas propagandiste de l'Académie en tant qu'institution, mais ce qui me frappe, c'est qu'on la critique beaucoup en disant c'est vieux, schnock, là, etc. J'ai vu beaucoup d'institutions de l'État, les deux chambres du Parlement, le Conseil d'État, la Cour de cassation, les tribunaux, etc. Je n'ai jamais vu d'institution de l'État qui soit aussi variée. Parce qu'il y a quand même de tout. D'abord, il y en a qui ne sont pas français. Oui, c'est vrai. On a quand même un Chinois, un Haïtien de nationalité canadienne, un Anglais, un Russe, enfin, Garcia Marquez. Et Garcia Marquez. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui ne sont pas français. Bon. Oui, ils le sont peut-être devenus, je veux dire, mais dont la culture d'origine n'était pas celle-là. Il y a des hommes et des femmes, il y a des opinions politiques, mais les plus effarantes. Moi, effarantes. Moi j'ai connu, ils sont morts maintenant, mais j'ai connu des confrères qui avaient écrit dans Je suis partout pendant la guerre quand même. Oui, ça c'est quand même. Et de l'autre côté, il y avait, Joseph Kessel, Maurice Garçon ou Schumann, la voix de la France libre. Et ces gars-là se retrouvent ici. Tous ces gars-là se retrouvent ici le jeudi. Alors maintenant, quand on sait qu'ils se retrouvent ici le jeudi, on a quand même un peu mauvaise grâce à dire oh mais toi je te parle pas parce que t'es pas rocardien quoi. Oui, tout de suite ça a moins d'ampleur. Voilà, tout de suite ça a moins d'ampleur. Ouais. Et donc et moi ce qui me frappe c'est l'amitié entre, en fait, au fond ce qui me frappe c'est l'amitié entre les gens. Bon alors chacun essaye de pousser le genre d'auteur qu'il aime, le genre de personne qu'il aime. Mais il y a une grande amitié entre les personnes au fond, et ça je trouve ça plutôt pas mal. C'est aussi parce que on s'engueule mais par plaisir. Il y a des tempéraments volcaniques, mais en même temps, enfin, c'est quand même des gars ou des femmes qui n'ont plus rien à prouver, quoi, globalement. Oui. Pour s'engueuler vraiment, il faut avoir quelque chose à prouver. Oui. Donc de temps en temps, vous avez tel confrère que je ne citerai pas qui sort un truc absolument d'un volcanisme extrême. Alors on l'écoute avec la plus grande politesse, mais bon, très bien, passons à autre chose. Quoi, oui. Voilà. Mais non, il y a eu dans le passé des engueulades à propos d'élections. Quand Maurice Druon avait mené campagne pour que Giscard ne soit pas élu, par exemple. Donc ça, il y a eu, je crois, des trucs extrêmement violents. Alors ça, c'est une grande salle qui sert à tout le monde, et qui n'est pas la nôtre. Enfin, il y a quand même Racine, parce que voilà. Oui. Alors c'est vrai que quand on passe à toutes les académies. Qui sert à toutes les académies. Alors c'est à la fois grandiose, parce que vous rentrez là-dedans et vous dites quand même qui suis-je pour succéder à Racine. Oui. Maintenant, de l'autre côté, vous trouvez entre Ducis et Henri Estienne, et vous dites bon j'ai toute ma place quoi. Oui, mais ça rassure. Ça rassure. Oui. Il y a mon prédécesseur, ce portrait ne lui rend pas justice. La Fontaine. Oui, il a l'air là, à la fin de sa vie, il a eu un retour de religion et Racine l'emmenait à Vêpres, là. Enfin, quand même, il a un côté un peu ironique, quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit rictus. Il y a un petit rictus, alors, mais on voit quand même que c'était un homme qui dormait 18 heures sur 24. Ouais, il ne se réveillait que pour faire l'amour et pour écrire des vers. Voilà. 18 heures sur 24, c'est quand même extraordinaire. Non, le fauteuil 24, c'est quelque chose. Et là, voilà la salle des séances. Alors, qu'est-ce qu'on s'y dit ici? Alors, c'est l'un des Vous avez une place d'ailleurs? Oui, je vais vous la montrer.
Là, pour le coup, on a des petits espèces de trucs genre ministériels, là, vous voyez, oui, avec notre nom écrit dessus, des machins. Et moi, ma place. Et alors, là, pour le moment, il n'y a personne. Il y avait Florence Delay, que j'aimais beaucoup, qui est une femme remarquable, qui est morte récemment. Là, il y a Pierre Rosenberg, l'ancien conservateur du Louvre, Alain Finkielkraut, ma pomme, Maurizio Serra, Patrick Grainville, et celui-là est libre pour le moment. Voilà. Et puis là, il y a le président, le perpétuel, le secrétaire perpétuel, le directeur et le chancelier. Donc on s'assied là. Je vous laisse vous asseoir à votre place, moi je me mets derrière. Et alors, est-ce que des gens peuvent assister ou non? Non, Ah non, surtout pas. Donc c'est-à-dire que il faut que ces mystères, il faut que ces mystères restent totalement inviolés. Sans ça, oui, c'est très grand mystère. Mais c'est quand même. Non, mais concrètement, alors on discute par exemple pour le dictionnaire. On discute essentiellement pour. Alors, il y a des éléments administratifs, des éléments pratiques qui sont pas idiots. Par exemple, je sais pas, il y a un grand colloque sur tel membre de l'Académie ou tel grand écrivain, etc. Ou je sais pas quoi. Moi, l'université de Vancouver demande la participation d'un membre de l'Académie française. Et donc, on se demande qui va aller à Vancouver. Et voilà. Il y a plein de petites choses pratiques comme ça, et des échanges avec les autres académies européennes. Donc il y a ça. Et puis il y a de temps en temps ceux qui veulent pousser des cris de bête et qui, en disant mais il se passe des choses sur lesquelles nous devrions faire un communiqué, protester. Par exemple. Ça a été le cas avant mon entrée sur l'écriture inclusive. Oui, voilà. Où là les gens font des. Voilà. Moi quand je suis rentré, j'avais pris fait et cause pour un truc que j'ai dû oublier depuis, qui était la carte d'identité bilingue en français et en anglais. Ouais. Et j'étais contre. Ouais. Et donc je me suis dit, il faut protester, gueuler, je ne sais pas ce qui me prenait, faire des recours, parce que ça me paraissait particulièrement choquant pour deux raisons. La première, c'est que ça consacrait un bilinguisme qui n'avait pas lieu d'être, puisque en réalité, l'Angleterre étant sortie de l'Union européenne, et le gaélique étant la langue officielle de l'Irlande, il ne restait plus que Malte à avoir l'anglais comme langue officielle, et venir faire du bilinguisme. Ça, ma position était de dire, si on veut faire une carte, voilà, on n'a qu'à faire des cartes en français, en allemand, en espagnol, en italien, etc. Alors, on se déchire là-dessus, et puis il ne se passe rien. Tu vois. Et 2 ans après, il y aura un nouveau truc. Et l'essentiel du travail, c'est le dictionnaire. D'accord. Moi, je ne fais pas partie de la commission du dictionnaire, et donc il y a des gens qui en font partie. Alors, il y a toute une équipe d'agrégés très compétents qui préparent ça. On nous distribue des feuilles, et puis on étudie la lettre A, B, C. Des années pour faire un dictionnaire. Des années, oui. Là, on a terminé l'an dernier l'édition qu'on avait dû commencer en 1932 ou 1933. Ouais. Mais je ne suis pas un spécialiste, parce que les gens qui s'y connaissent me disent que maintenant, avec l'électronique, il y a des mises à jour qui sont beaucoup plus régulières. Mais on étudie les mots. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a toujours le même type de débat. C'est étonnant, parce que l'Académie française, son boulot n'est pas de dire ce qui doit être dit. Ouais. C'est pas normatif. Oui. De toute façon, elle n'en a pas le pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir, mais très souvent les gens disent mais on devrait faire ce que dit l'Académie française. Non, l'Académie française, en fait, elle se contente d'enregistrer d'enregistrer les variations de la langue. Et donc, si quelque chose apparaît et qui ce n'est que ça. Théoriquement, c'est que ça. L'écriture inclusive ou la féminisation des noms, elle a du mal à passer à l'Académie, alors même que c'est une langue qui est en train de changer, et là, elle n'a pas voulu l'enregistrer. Ça, c'est différent. Sur la féminisation des noms, si je me souviens bien, mais encore une fois, il y a un meilleur lexicographe que moi dans cette maison, sur la féminisation des noms, c'est la position de l'Académie, c'est-à-dire qu'on dit une écrivaine ou une autrice. Sur l'écriture inclusive, alors elle s'y refuse pour des raisons d'illogisme grammatical. Et non pas parce que c'est... Et puis parce que c'est moche, quoi. C'est laid, quoi. Enfin, je veux dire, vous lisez un article de journal qui est écrit en écriture inclusive, vous le refermez aussitôt, c'est pas marrant, quoi. Non, mais je préfère lire un pamphlet hystérique en écriture normale, appelant la castration de tous les mâles disponibles, plutôt qu'un truc conservateur écrit en écriture inclusive. C'est juste une question de... Vraiment, ça ne colle pas, quoi. Mais sans ça, elle enregistre mais à chaque fois, ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois, et c'est très drôle d'ailleurs, mais des débats portant sur l'enregistrement. Par exemple, quand on enregistre un mot, c'est quoi un dictionnaire? Ça doit vous permettre également de comprendre ce que un mot
que vous auriez pu lire dans un livre du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Vous apprenez des mots, vous? Certains que vous connaissez? Ou non? Oui, bien sûr, oui. Enfin, je ne peux pas vous dire quoi, mais d'abord tous les termes techniques, hein, les termes de la marine, là, il y en a plein partout, on n'y comprend rien. Enfin, mais on apprend des mots, et il faut pouvoir, en regardant le dictionnaire, voir, et alors là, ça renvoie à des choses absolument, je sais pas moi, même à des choses du vocabulaire religieux, un peigne liturgique, par exemple. Qu'est-ce qu'un peigne liturgique? Alors, il y a des gens qui vont vous dire, on sait ce que c'est, et puis il y a toujours des gens qui vont vous dire, c'est incroyable, enfin, on n'est pas une académie catholique, on s'en fout du peigne liturgique. On dit, si quelqu'un arrive à lire le mot peigne liturgique dans Dumas, il faut qu'il sache ce que c'est. Donc il y a toujours un débat entre, vous voyez ce que je veux dire, entre le mot qu'on enregistre et la signification du mot. On a eu récemment comme ça des mots racialistes, ou racistes, très désagréables, tirés de la littérature du 19e. Mais est-ce qu'on les laisse ou non? Ah oui, on les laisse. Moi, je suis un défenseur du fait de tout laisser, de toute façon, par principe, parce qu'ils ont été prononcés. Donc je suis très très hostile à toute forme de cancellation. Mais aussi parce que, encore une fois, si ces mots ont été écrits dans des ouvrages antérieurs, il faut que la personne qui lise puisse se retrouver le machin. Un mot quand même sur Loin de Salonique. Je me demandais comment vous choisissez, parce que c'est une série. C'est une série, oui. Comment on choisit l'époque et le lieu? Alors on choisit le lieu parce plaisir, là aussi. Unique, le principe de plaisir est tout l'essentiel. On choisit le lieu parce que je retourne, c'est pour moi l'aspect mémoriel dont je vous parlais. En écrivant ces livres, je retourne dans des endroits que j'ai aimés. Vous y allez? Ah oui, dans lesquels je suis allé dans le passé. D'accord. Et donc c'est pour moi un moyen de les revisiter en esprit. Donc je suis allé à Salonique, que j'ai beaucoup aimé. Le précédent, ça se passait à Sedan en 70, où j'ai fait mon service militaire, donc j'en avais gardé un souvenir extrêmement vif. Celui que j'ai fini après, là, se passe en Hongrie, au moment de la chute du mur, et j'habitais en Hongrie au moment de la chute du mur de Berlin, donc c'est plutôt une histoire d'espionnage avec le même mort qui se passe en Hongrie au moment de la chute du mur, parce que je voulais revisiter la Hongrie. Voilà. Il faut lire parce que franchement c'est savoureux. Ah ben c'est sympa. Ça se lit parce qu'on... Et j'essaie de les faire courts aussi pour que ça se lise vite. Et que, voilà, quoi. Ben, c'est assez extraordinaire, c'est très plaisant, tout le monde peut le lire. Ah oui, je crois que voilà. Et vous pouvez lire un académicien, on dit que les académiciens... Là, on peut lire. Mais il y a des gens, il faut aimer un peu le roman d'aventure, ou le feuilleton, ou le polar. Quand on aime ça, on peut le lire. Et j'ai des confrères qui aiment beaucoup ça. Zinc, par exemple, qui avait écrit un pastiche d'Arsène Lupin, qui s'appelle Le mystère d'Arsonval. Je lui donne souvent à lire avant de publier, pour qu'il me dise les trucs qui ne vont pas, etc. Et il relève méticuleusement les trucs qui vont et qui ne vont pas, parce qu'il faut pas... C'est un peu comme l'horlogerie, le roman policier, on ne peut pas rater le coche, quoi. Sinon, le lecteur sort. Sinon, le lecteur sort ou dit « Ah, c'est trop facile, on m'a trompé, fait chier. » Là, le hasard, non, ça va, quoi. C'est exactement ça. Je voulais finir avec ça. Vous avez beaucoup cité depuis le début. Tout de suite. Comment ça vient en vous, concrètement? Est-ce que vous, tout de suite, vous avez le mot? J'essaie de comprendre comment c'est rangé à l'intérieur de votre tête. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais vécu, quand je dis ça, j'ai l'impression que j'arrive à la fin de mon existence, j'aurais vécu la vie des livres, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais vécu une vie où, parce que j'ai commencé à lire très très jeune, où j'étais peut-être un garçon solitaire et où je lisais beaucoup, où j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup ennuyé, j'ai beaucoup rêvé, je me suis imaginé des tas de choses, tout seul dans mon placard. Et après, la vie m'est apparue comme une gigantesque illustration des livres que j'avais lus, et pas l'inverse. Oui, je comprends. Ce qui fait que à chaque fois que... Il disait ça dans... Et tout d'un coup, ça me... Voilà, et ça vaut pour tous les sentiments de la vie. Combien de fois... voyez, je sais pas, j'étais amoureux d'une jeune fille très belle et je me trouvais très laid. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, naturellement, hein? Je suis laid par hasard, à cette heure et vous belle. Vous attendez le ravisseur longtemps promis, qui déploie comme un mirage du mont Gibel le bonheur d'être deux, toujours et endormis. Eh bien, si elle ne veut pas de vous, ça vous console. Voilà, c'est essentiel. Mais comment vous les apprenez? Tout le temps. Non, mais vous les lisez une fois et c'est en vous, ou non? Et vous les apprenez, vous les relisez, vous les refaites, comme on apprend à l'école une poésie. Oui, je ne suis pas hypermnésique, j'ai la même mémoire que tout le monde et j'apprends comme on m'a appris les poésies à l'école. Et j'essaye d'en apprendre
j'essaye d'en apprendre voilà, j'en apprends une par semaine, quoi. Et à force, ça fait un catalogue. À force, ça fait quand même un catalogue. Là, j'en ai appris une il y a 3 jours. Et je voyage dans le temps, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses. Un membre de l'Académie, d'ailleurs, qui était le cardinal de Bernis, a une marquise qui lui demandait ce que c'était que l'amour. C'est extraordinaire, un cardinal qui répond à une marquise, qui lui dit « Éminence, qu'est-ce que l'amour ?» Je pense à ça à propos du grand cardinal que nous voyons ici. Enfin, là, on imagine Richelieu, « Éminence, qu'est-ce que l'amour ?» L'amour, c'est un enfant, mon maître. Il est aussi du berger et du roi. Il est fait comme vous, il pense comme moi, mais il est plus hardi peut-être. C'est magnifique, non ? Superbe. Magnifique. Merci François Sureau. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. C'était très Vous agréable. avoir entraîné dans tous ces lieux magnifiques. Bon, C'était très agréable. vous avez Alain Finkielkraut à votre gauche alors, hein, c'est bien Oui, ça absolument. Ouais, ouais. Alors, il n'est pas d'accord avec moi, même quand je suis d'accord avec lui. C'est ce qui fait, à mes yeux, son charme absolument indépassable.